Il y a toujours un peu d'elle, de son histoire personnelle, de sa vie, de ses expériences dans les essais qu'elle publie, qui mêlent toujours intime et politique. Après s'être préparée pour la bagarre contre le discours sexiste dans les médias, après avoir démonté méticuleusement le mythe du bon père de famille, voici son troisième essai aux éditions du Seuil, intitulé Ascendant beauf. Rose Lamy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Culture. L'ascendante beauf, je l'ai mis au féminin parce qu'en réalité c'est vous, puisque c'est ainsi que vous vous définissez. Pour cela, j'imagine que c'est pour cela que vous avez donné ce titre à votre livre. Il a plein de sens ce livre. Je l'ai pensé comme en rapport avec l'astrologie, donc avec un ascendant beauf qui éclairerait mon identité principale, ou en tout cas publique. Il y a l'idée de l'ascension beauf aussi, donc là, ça me concerne. Et il y a aussi l'idée d'avoir des ascendants au-dessus de soi qui seraient beaufs. Donc c'est un peu les trois mouvements en même temps. On va décortiquer ces trois mouvements. À quel moment est-ce que vous commencez cette réflexion Comment vous arrivez à vous affubler vous-même de ce titre qui est, on peut le dire, et on va écouter dans quelques instants Cabu qui le définit, mais pas un adjectif très positif. Je voulais au départ écrire sur le mépris culturel. Ça, c'est en lien avec ma trajectoire depuis toujours. Et puis, avec une accélération qui a eu lieu quand je suis arrivée peut-être dans les milieux de l'édition, par les réseaux sociaux, où je me suis sentie en sous-texte, et sans qu'on me l'ait forcément dit frontalement, un peu la beauf du milieu de l'édition. Celle qui n'avait pas le diplôme, qui n'était pas chercheuse, qui n'a pas fait des grandes études. Qui n'a pas eu la trajectoire habituelle, en quelque sorte. La trajectoire d'excellence. Je voyais des gens que je fréquentais expliquer qu'ils avaient lu 2 livres en un week-end. Des choses que je n'avais pas en partage, parce que moi, je regardais plutôt Masked Singer en secret. Une émission de télé. Une émission de télé. Et donc, je me sentais en décalage de plus en plus entre qui j'étais tout simplement et le personnage qui commençait à se construire. J'ai lu sur le mépris de classe et au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur la figure du beauf et je me suis dit, génial, puisque moi, j'aime bien travailler avec des figures qui sont ni sociologiques, ni vraiment réelles, comme les bons pères de famille. Opposé au monstre dans le livre précédent. Et là, quand je l'ai trouvé, ça m'a semblé évident qu'il fallait déjà essayer de redéfinir ou de définir déjà ce que c'est et d'essayer de voir les conséquences de ce personnage. Remontons aux origines, donc, début des années 70. Voici le dessinateur Cabu et sa définition du beauf. Qu'est-ce que c'est qu'un beauf ? Ça veut dire beau-frère. Je crois qu'il y en a un dans chaque famille, même s'il est cousin ou oncle. C'est le personnage qui embête tout le monde, qui n'a aucun doute. Alors lui, il a que des convictions et il représente le bon sens français, mais il se rend pas compte qu'il est complètement manipulé, quoi. Le bon sens va toujours dans le sens de l'idéologie du moment, dominante, comme par hasard. Mais vous savez, il faut que je vous dise que je suis un beauf aussi. Je crois qu'il y a une part de beauf chez tout le monde. Quand on a des réactions sans réfléchir sur tel ou tel événement, quand on se laisse porter par les idées reçues, on est un beauf, quoi. Oui. Dans ce monde, tout est fait pour eux, pour les beaufs. La musique, les automobiles, tout, la politique. On est quelques-uns à chercher désespérément des petits trous, comme les rats, pour se cacher, pour avoir quelques plaisirs. Il faut les chercher, vous savez, parce que tout est fait pour un archétype du français. Vous croyez pas ? Cabu, donc, qui raconte ce qu'est un beauf, selon lui, dans cette émission Apostrophe. C'était avec Bernard Pivot, bien sûr, à la télévision. Vous avez cette même image du beauf que Cabu, ou elle a évolué aussi pour vous ? Moi, je me suis forcément basée sur son personnage. Après, je dirais qu'il l'a fixé, il l'a dessiné, il en a fait un portrait robot, mais il a capté quelque chose dans l'époque qui était bien plus grand que lui. Et c'est pour ça que la figure a eu un succès de masse comme ça, et qu'elle est rentrée dans le dictionnaire et dans le langage courant immédiatement. C'est parce que ça correspondait à une période, à quelque chose que beaucoup de gens pensaient aussi. Là, sa définition, moi j'aime bien cette séquence parce qu'on a la suite du « on est tous le beauf de quelqu'un », c'est quand on se laisse porter.
quand on réfléchit pas, un peu quand on se laisse aller. Et je pense que c'est une grande... le beauf a beaucoup de caractéristiques qui des fois sont contradictoires, donc c'est difficile de savoir vraiment qui il est dans l'idée qu'on s'en fait. Mais je trouve que ce qui est invariable, c'est cette idée de non-transformation, de non-performance, de se laisser porter, se laisser aller, qui s'oppose en fait à une vision un peu progressiste ou de la performance ou de la méritocratie du monde. Je pense que Ce sont les deux personnages de Cabu, voilà, c'est-à-dire le Grand-Duduche, c'est son antagoniste. qui est lui beaucoup plus progressiste, Voilà. plus éduqué, plus ouvert. Qui est à l'université, qui est antiraciste, féministe, écologiste. Donc voilà, il y a cet affrontement-là. Le beauf, moi je le synthétise un peu comme ça. Si on admet que quelqu'un qui est déficitaire en argent, en capital économique est pauvre, pour moi le beauf c'est celui qui est en déficit de culture légitime et qui cherche pas à se transcender. C'est un peu le paria de la méritocratie aussi. En tout cas, qui n'a pas emprunté la voie méritocratique pour se transformer et améliorer son sort, quoi. Oui, vous dites le pauvre, c'est celui qui est en manque de capital économique. Le beauf, c'est celui qui est en manque de capital culturel. Oui. Ce qui est quand même une forme de transformation, parce qu'on pourrait se dire, vous, Rose Lamy, militante féministe, qui avait écrit sur ces choses-là, pourquoi est-ce que vous défendez cette figure du beauf, du coup ? Je la défends, je l'interroge, parce que moi, j'en fais pas une fierté, puisque j'estime qu'elle n'existe pas et qu'elle est uniquement un outil de distinction et de domination. Désigner les beaufs, c'est juste se mettre en dehors du champ en disant que nous, on a bon goût, que nous, on est extérieur à ce groupe problématique et porteur de toutes les tares morales et voire physiques. Donc moi, j'en fais pas une fierté. Par contre, j'ai plutôt envie de me dire... la démarche, c'était plutôt de dire, OK, je le suis, et alors, qu'est-ce que ça change ? Et ça permet de... vraiment, ça fait baisser la pression. Je me suis rendu compte que je mentais beaucoup, que j'étais un peu en inconfort, que des fois, j'étais en dissociation, entre guillemets, culturelle, à pas dire tout. Et qu'en fait, si on abandonne cette idée, ça se passe plutôt bien. Et ça prouve qu'on peut... se laisser aller aussi à une sorte de médiocrité ou être moyen et pas être quelqu'un de méprisable non plus. Et puis aussi, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'était par rapport... C'est pas grave, ça va vous revenir, j'en suis certain. Revenir. Moi, ce que je voulais lire, j'ai un extrait, puisque on dit qu'il y a effectivement dans cet essai une partie de votre vie, d'intime, et aussi de discours politique, puisque vous le dites, le camp de la gauche qui est censé défendre les classes populaires contribue à produire un discours méprisant sur les beaufs. Vous écrivez ce livre, je l'ai écrit à la fois pour et contre elle, la gauche donc, contre elle, celle qui s'est embourgeoisée au fil des ans tout en libéralisant son discours, cette gauche qui pratique l'élitisme, le parisianisme et l'accaparement des richesses culturelles populaires, celle qui est aussi la créatrice de cette arme de destruction massive de la fierté populaire, la figure du beauf. Oui, alors je reviens juste, ça m'est revenu. Je voulais juste rajouter que le capital culturel, c'est dans la définition de la classe pour Pierre Bourdieu. Pour lui, la classe se définit par le capital économique, social, culturel et symbolique. Et j'ai l'impression qu'on s'est un peu peut-être trop focalisé sur la partie économique. Enfin non, on ne s'est pas trop focalisé, on le fait à juste titre et c'est évidemment une priorité de le faire, mais on a un peu oublié le capital culturel. Et là où la gauche, donc là je reviens sur la partie gauche, est totalement en phase avec l'idée qu'on ne peut pas dire à quelqu'un quand on veut, on peut, à l'endroit du capital économique. On ne va pas dire aux gens, si tu veux plus être ouvrier, tu n'as qu'à plus l'être. Je trouve que sur la partie culturelle, on est un peu tombé là-dedans, parce qu'il y a cette idée de quand on veut, on lit, quand on veut, on s'émancipe par le livre, quand on veut, on devient transfuge. Donc, cette idée-là rend acceptable le fait de mépriser ceux qui ne se transforment pas, ceux qui ne font pas cet exercice-là. Et donc, ça amène au fait d'autoriser à les mépriser. Et au bout de la chaîne, ça crée une désensibilisation et une indifférence un peu à leur sort, ce qui m'a semblé être le cas quand j'ai commencé à interroger aussi le rapport de la gauche au beauf.
On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Il y a beaucoup de musique, de références musicales, Rose Lamy, dans votre essai. On en a entendu quelques-unes ici. Jodassin, Jean-Jacques Goldman, Larousseau, on va y revenir. Jodassin, parce que c'est aussi à l'origine du déclic. Vous êtes en soirée à la fac, on passe du Jodassin, vous êtes à fond, vous dansez, vous chantez, et vous vous rendez compte que autour de vous, on sourit. Oui, je découvre l'ironie, la mise à distance. Je vois une sorte j'appelle ça une chorégraphie sociale, parce qu'il y avait vraiment des mouvements qui avaient l'air entendus entre les gens qui m'échappaient totalement. Mais donc il fallait imiter grossièrement Jodassin, il fallait mimer le chanteur d'opérette, il fallait avoir des éclats de rire pour mettre à distance. Je me souviens que l'hôte de la soirée a dit qu'il avait acheté ce disque à la foire au disque, donc c'était pour dire qu'il l'avait payé que quelques centimes. Que ce n'était pas un héritage, du coup. Et voilà, et ça vraiment j'y tiens, qu'il ne le tenait pas de ses parents. Donc il fallait vraiment créer cette mise à distance. Et puis à la fin, on me dit ça c'est vraiment mon plaisir coupable. Donc moi je performe à ce moment-là et je dis ah oui moi aussi, parce que je comprends pas, enfin je suis un peu accablée et à la fois je veux faire partie du groupe. Et puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit de quoi je suis coupable si j'aime Jodassin, quel est le crime qui est évoqué dans cette formule-là. Et là, c'est là que je dis que je suis devenue beauf, parce que autant avant, j'essayais de me transformer. Enfin, je commençais à regarder des films en VO à la Maison de la Culture de Bourges, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. J'essayais de rattraper mon écart en termes de livres lus. J'essayais de performer ça. Et puis là, je me suis dit, ah non, Jodassin, c'est mort, ça n'arrivera pas. Je peux pas aller contre moi. Je ne pourrais pas. C'est trop structurel. Je suis très construite sur les paroles de chansons de variété. En fait, je me perdais si je cédais à cet endroit-là. Et c'est là que, pour moi, je pense qu'il y a une résistance, entre guillemets, beauf, c'est de dire non, mais là, vous m'aurez pas là-dessus. Cet essai, c'est donc aussi un appel à la prise de conscience. Tout à l'heure, on parlait de ce discours méprisant qui est aussi produit par une forme d'élite, aussi on a parlé de la gauche notamment, mais voilà, c'est aussi un appel à se dire est-ce que véritablement c'est utile et nécessaire de se distinguer comme ça? Moi, je pense que déjà, ça pose problème d'un point de vue moral, humain, d'écraser une partie de la population sur ses goûts et sur ce qu'il aime, pour en plus le gentrifier 20 ans plus tard en faisant comme si ça n'avait jamais été populaire et qu'on avait toujours aimé. Ça, c'est une autre parenthèse. Mais je pense que d'un point de vue stratégique, même politiquement, ça doit poser question. Si le côté moral ne nous intéresse pas, il faut au moins s'intéresser au côté stratégique, et pour la gauche, et aussi quand on veut mener la lutte des classes, qui est le cas de la gauche, le sait, cette figure-là a des vrais impacts sur ce qui se passe aussi d'un point de vue économique. C'est ce que j'explique en transposant ce que les féministes ont réussi à mettre à jour. C'est quand même le continuum des violences sexistes, c'est qu'on a quand même imposé l'idée que ces violences-là, ce continuum, commence avec les mots qu'on utilise. On commence par des mots déshumanisants, comme le crime passionnel, qu'on a fait remplacer par nos interpellations par le féminicide. Le féminicide, on voit bien qu'il a une charge politique et qu'il a fait un peu changer le monde. En changeant les mots, on voit qu'on peut changer la suite du continuum et que ces mots désensibilisent et permettent l'exercice de violences plus graves, comme les agressions sexuelles, les viols et les meurtres conjugaux, les féminicides. Et je pense que la figure du beauf participe à cette déshumanisation, à cette désensibilisation, qui fait qu'au bout du compte, on est dans un système qui accepte que 87% des gens soient en désert médical, qu'il y ait 6 millions de personnes qui n'aient pas de médecin traitant, et qui mènent au bout du compte à la mort. Parce que, voilà, j'en parle beaucoup aussi, la question de classe, c'est une question de vie ou de mort aussi. Il y a une surreprésentation des classes populaires dans les morts. Il y a plus de morts sur les routes départementales, il y a une surreprésentation des accidents du travail, il y a un écart d'espérance de vie qui est établi de 6 ans entre un ouvrier et un cadre. Donc voilà, au bout du compte, c'est la mort. Oui, la littérature est remplie de récits de transfuges de classe. Je voudrais qu'on écoute Annie Arnaud et qu'on en parle juste après. On est des millions, des milliards sans doute, à avoir vécu
ce passage d'un monde à un autre. Ce passage, voilà, d'avoir eu des parents qui n'étaient pas du tout acculturés de la culture dominante, veux-je dire, et de se trouver changer en fait de place, voilà, ou changer de classe sociale. Et c'est ça que j'ai dit avec, je pense, sans romanesque, de façon, je ne veux pas dire plate, hein, mais de façon rigoureusement factuelle, d'une certaine manière. Et une écriture qui soit une écriture de la réalité. Donc de gommer tout ce qui pouvait être jugement aussi. Et donc il y a eu... c'est comme si c'était simplement, peut-être, ai-je fourni un miroir. Annie Ernaux, en 2022 sur France Culture. Vous dites, vous avez lu ces récits de transfuges de Oui. classe, de transclasse, mais vous dites, j'ai pensé qu'on se ressemblait puisque nous venions du même monde, mais l'histoire n'est pas la mienne. Mais leur histoire n'est pas la mienne. Pourquoi ? Je fais partie d'une nouvelle génération qui a une ascension sociale par les réseaux sociaux. Donc c'est d'abord instantané. Ça arrive tard. Moi, j'avais 35 ans quand j'ai créé ma page Instagram et que j'ai eu un peu de succès public. Et ça veut dire que j'ai pas fait ce fameux parcours d'excellence repéré à 16 ans pour faire la prépa, pour faire Sciences Po. Donc j'ai pas été retirée de mon milieu très tôt. Donc je suis totalement constituée de cette culture-là. Et donc il y avait plein d'idées, de discours que je comprenais pas. Et même sincèrement, je comprends que eux les vivent. Et d'ailleurs, chacun a son histoire et j'ai aucun jugement personnel dessus. Je me disais juste, c'est pas mon histoire. Notamment sur la trahison, que j'ai pas l'impression de répercuter sur ma famille pour laquelle je suis toujours la même personne qu'il y a 4 ans. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... je suis pas partie, enfin je suis partie, mais j'ai jamais rompu le lien, ni culturel, ni social. Et donc c'était des questions que je lisais, que je pouvais comprendre intellectuellement, mais je me disais c'est pas mon histoire. Avec aussi cette intuition qu'on est beaucoup soit avoir fait des déplacements entre guillemets moyens, donc qui sont pas par le parcours d'excellence, mais qui peuvent ressentir aussi ça. Et puis je voulais penser aussi à ceux qui ne bougent pas, parce qu'en fait le récit méritocratique, il est toujours incarné par ceux qui ont réussi par la voie d'excellence, mais en fait, tout le monde est très conscient de ce qui se passe et du tri qui est opéré dès l'école. Ceux qui restent, les fameuses personnes qui restent, celles qui ne se transcendent pas, qui ne réussissent pas, qui ont des petits diplômes, des DUT comme moi, elles ont bien conscience que elles sont écrémées. Donc, elles sont conscientes du mythe méritocratique, même si elles ne font pas partie des élus. Donc, voilà, c'est ça que je voulais faire aussi. Et on terminera avec ces derniers mots. Une beauf est un être culturellement non modifié par les études qui reste contaminé par l'inculture et le mauvais goût pour toujours. Voilà, bon, c'est ironique parce que je pense que le mauvais goût n'existe pas, mais oui. Merci Rose Lamy. Ascendant Beauf vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur France Culture. Un grand merci aussi à toute l'équipe pour la préparation et la programmation de l'émission. Victoria Géraud-Velmont et Pauline Chanu. C'est Camille Maty qui réalise ce matin et à la technique Ludovic Auger.